Est-il possible pour les démocrates ou les républicains d'isoler les antisémites et les extrémistes au sein de leurs rangs? La flambée de haine des Juifs depuis le 7 octobre a mené à la formation de foules cherchant à intimider et violenter les Juifs sur les campus et dans les rues américaines, mais aussi au déplacement de la fenêtre d'Overton du discours acceptable, permettant que des calomnies sanguinaires soient régulièrement avancées dans nos discussions politiques et dans les médias grand public comme le New York Times. Les élections de mi-mandat de 2026 mèneront-elles à plus de succès pour les détracteurs d'Israël et les antisémites? Ou bien le processus politique et le bon sens du peuple américain mèneront-ils à la défaite de personnes comme Graham Platten et Abdul El-Sayed, tout comme cela s'est déjà produit pour Thomas Massie et Maureen Galindo? Cette semaine, dans Think Twice, nous plongeons au cœur de la politique de l'extrémisme avec le journaliste et auteur David Harsanyi. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Les républicains comme les démocrates livrent une bataille pour l'âme de leur parti en 2026 dont l'issue est loin d'être évidente. La défaite d'extrémistes et d'antisémites comme le républicain Thomas Massie et la démocrate Maureen Galindo lors des primaires dans le Kentucky et au Texas le mois dernier a suscité un certain optimisme que la banalisation de l'antisémitisme devenue une caractéristique régulière de la politique et du journalisme américain depuis le 7 octobre pourrait être en déclin. Et il y a toutes les chances que des personnes comme Graham Platter et Abdul El-Sayed, dont le succès pourrait démontrer qu'il n'y a aucune limite à la capacité de tels extrémistes anti-juifs, anti-Israël et anti-américains à obtenir le soutien des libéraux traditionnels, soient finalement vaincus en 2026. Il est indéniable que les forces banalisant les théories du complot anti-juive ont progressé dans les deux partis, et il est impossible de les reléguer à l'extrême gauche ou droite où elles devraient rester. Ou du moins pas dans un avenir prévisible. Que l'on parle de la base intersectionnelle du Parti démocrate ou de podcasteurs populaires à droite, propager des calomnies sanguinaires sur les Juifs n'est plus forcément disqualifiant aujourd'hui. Et cela a créé une nouvelle réalité troublante dans la politique américaine qui ne peut pas être ignorée. Pour en parler, nous accueillons à nouveau cette semaine l'un des analystes politiques les plus brillants de notre époque. David R.S. est un rédacteur principal au Washington Examiner et un collaborateur du New York Post et du National Review, ainsi que co-animateur avec Molly Hemingway du podcast You're Wrong sur le Federalist Radio Hour. Il est l'auteur de 6 livres, dont Eurotrash, pourquoi les Américains doivent rejeter les idées ratées d'un continent mourant, et The Rise of Blue Onon, How the Democrats Became a Party of Conspiracy Theorists, paru en 2024. David Harsanyi, bienvenue à nouveau dans Think Twice. Merci de m'avoir invité, je vous en remercie. Eh bien David, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre à nouveau. Avant de vous interroger sur les exemples précis d'extrémisme et d'antisémitisme qui existent aujourd'hui au sein des deux grands partis et sur la façon dont chacun d'eux s'y prend pour les isoler, ma première question serait: comment ce système de croyance est-il apparu? Je crois qu'il trouve son origine dans certaines des théories du complot que vous avez abordées dans votre livre, Blue Onon, c'est-à-dire l'antisionisme, que je considère comme indissociable de l'antisémitisme, entre dans la fenêtre d'Overton du discours acceptable dans les médias grand public et semblent également concerner des factions dans les deux partis. Waouh, c'est une bonne question. Je veux dire, je pense simplement que c'est parce que personne n'imaginerait tenir sur les personnes juives des propos aussi racistes et complotistes que ceux qu'on n'oserait jamais tenir sur les Afro-Américains ou sur qui que ce soit d'autre. Et c'est parce que l'antisionisme leur sert de couverture. C'est en quelque sorte une porte d'entrée pour dire tout ce qu'ils veulent. Sioniste est un euphémisme pour une personne juive. Mais même au sein de l'antisionisme, je dirais, vous savez que c'est une aversion ou un dégoût d'Israël ou peu importe. Vous pouvez blâmer les Juifs ici dans le pays pour tous ces vieux clichés sur les Juifs. Contrôler les médias, contrôler l'argent, être capable de remplacer ou d'écarter un politicien qu'ils n'aiment pas.
Donc c'est en quelque sorte prêt à alimenter cette haine qui a toujours existé, je pense. Certainement chez les progressistes envers les Juifs eux-mêmes, mais aussi chez les isolationnistes et les paléoconservateurs qui, à mon avis, sont très proches d'être eux-mêmes des progressistes. Honnêtement, un Tucker Carlson est bien plus proche d'un Hasan Piker que les gens ne veulent probablement l'admettre. Je dirais qu'ils sont plutôt indiscernables, sauf peut-être sur certains sujets culturels, mais je ne sais même pas si cela reste vrai aujourd'hui. Donc ça a toujours été là, je suppose, c'est ma réponse dans une certaine mesure. C'est simplement plus toléré maintenant parce qu'on a fait disparaître le stigmate. Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. En plus de Think Twice, il existe le podcast Jonathan Tobin Daily où je partage davantage d'actualités et d'analyses sur les questions majeures actuelles. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le nom Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Et maintenant, retour à l'émission d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des circonstances spécifiques des deux côtés de l'échiquier politique qui le permettent. Je pense que les progressistes sont certainement influencés par, vous savez, toutes sortes d'idéologies toxiques, la théorie critique de la race, le colonialisme de peuplement, l'intersectionnalité, et vous savez, les types à la Tucker Carlson, et même des gens qui sont encore plus extrêmes que lui. Vous savez, ils ont leur propre ensemble particulier de théories du complot qui, vous savez, leur permettent, qui facilitent, vous savez, l'antisionisme et même l'antisémitisme qui rendent cela facile pour eux. Mais ils aboutissent à la même position. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas nouveau. Nous le savons tous. Je veux dire, si vous réfléchissez un peu à, comment puis-je dire ça, la marche des femmes ou Black Lives Matter ou tout autre mouvement progressiste, il y a toujours eu, je pense, au sein de la marche des femmes, c'était les types à la Farrakhan qui la dirigeaient. Ce qui, vous savez, se mélange très facilement avec ce qui se passe. Je veux dire, c'est essentiellement presque le même genre de rhétorique. Et parmi eux, vous savez, il y a eu cet incident avec le fils de Rand Paul où il s'est lancé dans une diatribe antisémite. Je m'en souvenais et il l'a attribué à l'ivresse. Ouais. Ouais. Je ne vais pas, tu sais, quand j'ai un peu trop bu, je ne vais pas dans cette direction, donc je ne suis pas sûr. Je pense que c'est juste une sorte de sérum de vérité, d'une certaine manière. Mais tu sais, ça m'a rappelé que Ron Paul avait ses bulletins d'information, je suis sûr que tu t'en souviens, où il y avait plein de ce genre de choses. Et c'est un grand-père. C'est un grand-père. Ouais. Ouais. Donc un grand-père, donc ces types-là ont toujours existé. Ils sont juste plus populaires maintenant et ça a pris beaucoup d'ampleur à cause des podcasteurs. Ne vous méprenez pas, le New York Times participe aussi, mais d'une manière plus sophistiquée. Mais je pense que comme les médias ont été démocratisés de cette façon, sans éditeur, il n'est plus nécessaire d'être subtil à ce sujet. Et ça ne coûte pas grand-chose. Il n'y a plus vraiment de conséquences à être antisémite dans la société. Être raciste entraîne encore des conséquences, mais l'antisémitisme en a très peu. Vous voyez des humoristes le faire, vous voyez des podcasteurs le faire, et dans un certain sens, vous voyez aussi des gens des médias traditionnels le faire. Oui, je pense que c'est vrai. Nous parlerons du New York Times plus tard dans cette émission, mais je voudrais maintenant parler de la façon dont le Parti républicain et les démocrates s'en sortent pour isoler les antisémites. L'antisémitisme est un problème aussi bien à gauche qu'à droite. Mais il est possible de se sentir plus à l'aise avec la façon dont l'un des deux partis agit pour isoler les personnes qui détestent les Juifs. Et selon vous, quel rôle joue l'esprit hyper partisan de notre discours et de notre politique lorsqu'il s'agit de traiter avec de telles personnes? Il est clair pour moi que les républicains font un meilleur travail parce que Massey est parti. Marjorie Taylor Greene est partie. Mon problème, c'est pourquoi sont-ils partis? Est-ce parce qu'ils étaient antisémites? Je ne suis pas certain. Je pense qu'ils sont partis car Donald Trump n'avait plus vraiment besoin d'eux pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons. Trump, au final, oui. Exactement. Cela concernait beaucoup les dossiers Epstein et maintenant, tu vois, la classe Epstein devient un nouveau euphémisme pour un certain type de personnes. Comme si Epstein agissait d'une certaine manière, d'une manière juive, comme s'il existait une telle chose. Tu sais, enfin, il y a bien une telle chose, mais il n'agissait pas de cette façon. Donc ils font un meilleur travail, mais ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Tu sais, je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a moins d'antisémites chez les élus républicains qu'à gauche.
où ils sont nombreux. Il n'y a pas de Momdani à droite actuellement. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux, je suppose. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, ça va mieux. Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que le Parti républicain élu, je veux dire, maintenant que Massé est sur le départ, tu sais, certainement le caucus de la Chambre, le caucus républicain de la Chambre est quasiment unanimement pro-Israël. Les démocrates, au mieux, le mieux que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont divisés. Mais tu sais, même les démocrates modérés, en quelque sorte pro-Israël, sont très discrets, sauf John Fetterman. Et lui, tu sais, il a un pied, ou peut-être un pied et demi, en dehors du Parti démocrate en ce moment. Est-ce qu'il va même essayer de se représenter? Donc, je suppose que la question à l'approche, tu sais, des mois d'été, c'est que même si leur nombre reste relativement faible, l'aile gauche du Congrès, le groupe des progressistes, a eu un impact énorme sur le Parti démocrate depuis ses débuts, tu sais, après l'élection de 2018. Si, comme cela pourrait arriver, Graham Platform, Platter et Abdul El-Sayed, pour prendre deux personnes en particulier, sont élus au Sénat cet automne. Que penses-tu que cela signifiera pour le Parti démocrate et son avenir s'il y a un groupe progressiste au Sénat ainsi qu'à la Chambre? Ils vont gagner de plus en plus de pouvoir, et il n'y a pratiquement personne qui s'oppose vraiment à ces personnes de manière réelle. Je veux dire, quand tu penses à Platner, ce n'était pas vraiment le tatouage nazi qui a poussé quelqu'un à dire non, non merci. C'était, tu sais, c'était ces histoires de sexe, tu sais, les trucs sexuels ou tout ce qui se passe maintenant, et je suis sûr qu'il y en aura encore plus. Euh, mais le groupe s'est étendu jusque dans l'establishment, non? Tu as Van Holland qui écrit des tribunes dans le New York Times. Sénateur du Maryland. Ouais. Ouais, sénateur du Maryland. Et tu sais, le Maryland a probablement, je n'ai pas vérifié, mais je suppose que sa population juive est relativement élevée. Et je veux dire, je sais juste que le Maryland vote démocrate dans l'ensemble. Ouais. Ouais, exactement. Et il n'a aucun problème à faire ça. Ça ne lui fera aucun mal, parce qu'une grande partie de l'establishment juif laïque ne s'en soucie pas. Donc, ce n'est pas comme s'ils étaient sous pression pour être moins extrêmes. Leur extrémisme est maintenant un cancer dans le parti. Oui, Chuck Schumer. Le gars au tatouage nazi dans le Maine, Chuck Schumer, tu sais, dès qu'il a gagné, Chuck Schumer a suivi. Je comprends. Tu es dans une position partisane, mais ne devrait-il pas travailler plus dur au niveau des primaires pour essayer d'écarter ces personnes? Tu le vois dans le Michigan El-Sayed ou comme il s'appelle. Il n'y a pas vraiment de mobilisation de l'establishment. Des gens se présentent, mais il n'y a pas d'effort concerté pour empêcher cela, contrairement à ce qu'on voit dans le Parti républicain. Je veux dire, toute l'affaire Massé a été menée par l'establishment du Parti républicain, encore une fois, pour diverses raisons. Donc, je ne pense pas que ce soit bon signe. Vous savez, il se pourrait bien que s'ils prennent le pouvoir, ils commencent à proposer des lois qui couperaient le financement des armes pour Israël ou qui les empêcheraient d'acheter des armes et des choses comme ça. Je pense que vous verrez cela, c'est pourquoi, au moins, je pense qu'il est peut-être important pour Israël de commencer à réfléchir, vous savez, et je sais que Netanyahou a mentionné cela, à devenir plus indépendant à cet égard. Oui, je pense que c'est vrai et que c'est une position intelligente à long terme pour Israël. Mais je pense que la portée symbolique du fait que, vous savez, 40 sénateurs démocrates ont déjà voté pour couper les ventes d'armes à Israël en pleine guerre montre la direction que prend le Parti démocrate. Maintenant, pour aller un peu plus loin, vous savez, pour approfondir un peu la question des démocrates, pensez-vous qu'il y a un avenir pour les démocrates pro-Israël? Quelqu'un comme le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, l'un des nombreux prétendants démocrates à la présidentielle de 2028 agit comme s'il pouvait gérer l'hostilité croissante envers les Juifs et Israël dans son parti, en disant qu'il déteste Netanyahou et en espérant que cela suffira à satisfaire la gauche sans l'obliger à renoncer à toute affection pour Israël. Ce qui est très difficile pour lui parce que vous savez, il est très impliqué dans la communauté juive. Mais beaucoup de membres de la base démocrate pensent vraiment que Kamala Harris a perdu face à Trump en 2024 parce qu'elle et Joe Biden n'étaient pas assez hostiles envers l'État juif après le 7 octobre. Et je ne connais personne qui pense que John Fetterman, qui est l'un des rares vrais démocrates pro-Israël, pourrait gagner une primaire démocrate lorsque son mandat se terminera en 2028. Penses-tu qu'il sera possible pour quelqu'un d'être nommé par les démocrates en 2028 sans accuser faussement Israël de génocide ou sans lui être ouvertement hostile, ou au moins sans être en faveur, tu sais, d'un embargo sur les armes? Peu probable.
Je pense qu'ils auront peut-être un ton plus modéré que, tu sais, la sphère militante, mais il me semble très improbable, franchement, et j'espère me tromper, qu'une personne juive puisse même être le candidat. Je ne pense tout simplement pas que les activistes le permettraient. Même en écoutant Shapiro, parfois je me demande ce qui se passera quand Netanyahou ne sera plus là. Qu'est-ce qu'ils diront alors? C'est amusant car il est là depuis si longtemps qu'ils l'utilisent depuis toujours. Ça me rappelle un peu comment les démocrates ne peuvent jamais s'en prendre aux propriétaires d'armes à feu ou à ce sujet. C'est toujours la NRA. C'est un homme de paille facile pour eux à attaquer sans cesse, et ils font semblant que Netanyahou est celui qu'ils combattent, alors qu'il y a un large consensus pour la plupart des choses qu'il fait réellement en Israël, non? C'est juste, est-ce qu'il le fait, tu sais, de manière compétente? Est-ce qu'il le fait correctement? Tu vois, est-ce que le ton est bon? Est-ce que c'est juste? Mais oui, il n'y a plus vraiment de véritable gauche radicale en Israël aujourd'hui. Tu sais, et donc le consensus de la classe politique va dans le sens de Netanyahou. Alors, qu'est-ce qu'ils feront quand tout cela sera terminé? Je pense qu'à ce moment-là, l'antisionisme sera adopté dans le Parti démocrate et cela n'aura plus d'importance. T'as vu ce sondage où il disait que même les jeunes juifs veulent un État binational. Maintenant, je ne crois pas vraiment qu'ils comprennent ce que ça signifie, mais il y a aussi la crédibilité du sondage en fonction de l'échantillon à qui il pose la question. Mais je peux imaginer que ce soit la position du Parti démocrate à l'avenir. Donc oui, j'ai oublié la question, mais je pense que nous... Non. C'était le Parti démocrate, oui. Non, oui, ne le fais pas. Et, vous savez, je ne pense pas qu'il y ait un démocrate qui pourrait être nommé en 2028 qui soit aussi pro-Israël que Josh Shapiro, que je connais très bien. C'est un voisin, membre de notre congrégation, et nos enfants sont allés à la même école et ont été dans la même classe pendant un temps. Je me souviens qu'au début de 2008, il essayait de me convaincre que Barack Obama serait bon pour Israël, puisqu'il avait soutenu Barack Obama très tôt alors que tout le monde était pour Hillary Clinton, et il n'en a en fait rien retiré. Mais il a finalement gravi les échelons. Oui, il est dans une position intéressante. Et je ne donne pas vraiment cher de ses chances d'être élu président. Mais c'est... il semble être un politicien talentueux. Et si les démocrates étaient sérieux, c'est le genre de personne qu'il présenterait. Je veux dire, il a gagné, je crois qu'il a gagné l'année où Trump a gagné, ou du moins il a remporté un État que Trump a remporté. C'est exactement l'État qu'il faut gagner pour remporter l'élection nationale. Il faut sans doute gagner la Pennsylvanie. Donc ça paraît très étrange. La plupart de ces autres États ne sont pas vraiment en jeu. Il y en a très peu qui le sont. Il semble que ce soit le candidat qui pourrait gagner ces États, probablement la Virginie, peut-être la Pennsylvanie. Ensuite, il ne resterait qu'un État à remporter pour l'élection. Mais au lieu de ça, ils vont finir par présenter quelqu'un de Californie ou une autre personne qui a, disons-le comme ça, c'est juste pour revenir à une... Question que vous avez évoquée plus tôt. Je pense que les démocrates et les progressistes sont anti-Israël. Je pense qu'une grande partie d'entre eux sont antisémites d'une certaine manière. Je ne pense pas que Gaza soit assez important pour qu'ils décident de leur vote pour un député ou un homme politique dans la plupart des endroits. Peut-être qu'au Michigan, c'est différent, mais là-bas, c'est leur principale préoccupation. Donc, mettre ça tout en haut de la liste des sujets qui vous tiennent à cœur, je pense que c'est une grosse erreur. Je pense simplement que la plupart des Américains n'en savent pas assez à ce sujet ou ne s'y intéressent pas assez pour que cela détermine leur vote. Donc c'est étrange qu'ils en fassent un sujet aussi central. Et ils font cela et c'est important parce que les progressistes y croient. Mais je ne pense pas encore, et peut-être jamais, que cela deviendra un enjeu décisif lors d'une élection présidentielle. Donc c'est vraiment étrange de tourner le dos à un candidat qui pourrait gagner la Pennsylvanie, qui a une attitude modérée et qui, comparé à d'autres, vous savez, comparé aux socialistes du parti, assez modéré, qui est un politicien talentueux qui, vous savez, pourrait séduire les électeurs des banlieues, ce qui, je pense, est le public que vous visez à travers le pays. Mais nous verrons ce qui se passera. Oui, Je suis sceptique que ce soit lui. Voilà. oui. Tu sais, le truc, c'est qu'il a gagné. Tu sais, il a remporté le poste de gouverneur en 2022 en Pennsylvanie avec une victoire écrasante contre un candidat républicain terrible. Il est probable qu'il gagne, tu sais, sa réélection cette année avec une autre victoire écrasante, même s'il a face à lui un meilleur candidat. Mais tu sais, c'est la question. Tu sais, bien sûr, je ne pense pas que la plupart des démocrates à travers le pays se soucient tant que ça d'Israël, des Palestiniens et de Gaza, mais la base du parti, oui.
Tu sais, la base intersectionnelle, oui. Donc, je suppose, tu sais, il est bien trop tôt pour commencer à faire des pronostics pour 2028, même si on en parlera peut-être un peu. Mais je pense que la question que je me pose, c'est, tu sais, au sein du Parti démocrate, lors des 3 derniers cycles électoraux, l'establishment du parti a réussi à garder l'aile Bernie Sanders sous contrôle. Ils ont été écartés en 2016 et en 2020 et ils n'ont pas eu de chance, tu sais, en 2024. Est-ce que 2028 sera, tu sais, l'année où l'aile Bernie Sanders du Parti démocrate aura sa chance? Évidemment, la chose intelligente à faire pour eux, tu sais, c'est de ne jamais leur laisser cette chance. Tu sais, contrôler l'investiture présidentielle, tu sais, nommer quelqu'un, que ce soit Josh Shapiro ou le gouverneur du Maryland. En parlant du Maryland, qui est considéré comme beaucoup plus raisonnable, mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que ça va se reproduire? Est-ce que ça pourrait se reproduire dans un parti qui s'est beaucoup déplacé vers la gauche, où Graham Plattner, malgré les scandales sexuels, reste un candidat plausible au Sénat? Je ne sais pas, mais je sais que cette branche a plus de pouvoir qu'elle n'en a jamais eu, et plus d'influence au sein du parti qu'elle n'en a jamais eu. Et elle peut faire couler des candidats, parfois, si elle le souhaite, lors d'élections locales et sénatoriales. Donc leur pouvoir va s'étendre. Je ne sais toujours pas si la direction nationale du parti peut permettre à quelqu'un comme ça de se présenter. J'ai l'impression que ce serait plutôt, vous savez, quelqu'un qui pourrait rassembler les deux camps d'une certaine manière, peut-être le gouverneur de Californie, peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas, vous savez, je ne peux penser à personne d'autre en ce moment. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens dont, vous savez, on ne sait pas qui va émerger et qui est sérieux et qui ne l'est pas. Usher a un certain style. Qui a en quelque sorte le style. Ouais, je veux dire, le truc, c'est qu'il y a des gens qui murmurent à l'oreille d'AOC en ce moment, tu devrais te présenter à la présidence. Présidente. Ne pense pas au Sénat. Ne pense pas à retourner à la Chambre. Présente-toi à la présidence. Qui sait? Je ne pense pas que ce soit fou de croire que quelqu'un comme elle pourrait gagner des primaires présidentielles, même si ce n'est pas, tu sais, pas l'élection générale. Je pense qu'elle serait anéantie. Peut-être que je me trompe. Enfin, on me dit qu'elle est très charismatique. Moi, je la trouve un peu écervelée, et ce n'est pas seulement ça. Les idées progressistes ne sont pas encore populaires dans ce pays. Peut-être qu'elles ne le seront jamais, et j'espère qu'elles ne le seront jamais. C'est pour ça qu'ils recouvrent tout leur programme d'euphémisme. Ils essaient de vous tromper sur ce que sont réellement les choses. Le socialisme n'est toujours pas populaire. Les absurdités culturelles qui sont ancrées dans ce parti ne sont pas populaires auprès de la plupart des gens. C'est pourquoi Gavin Newsom a les qualités esthétiques de quelqu'un qui pourrait sembler être un président, non? Mais il y a quand même quelque chose qui cloche chez lui. Il reste un gauchiste pur et dur. Mais Alexandria Ocasio-Cortez va encore plus loin, non? C'est une socialiste. Et même utiliser le terme progressiste m'agace un peu, mais je le fais parce que c'est comme ça qu'on parle dans ce pays. Mais là, on parle de marxiste. Et je ne pense tout simplement pas que le marxisme va être populaire auprès des grands donateurs avec, vous savez, peut-être certains, comme des gens comme Soros, mais je ne sais pas si c'est encore la branche dominante du parti. On verra. Peut-être que ça dépend de ces élections. Si tu vois Plattner s'accrocher et perdre, ou si tu vois certains de ces candidats progressistes qui sont vraiment des apologistes du terrorisme, qui, tu sais, embrassent toutes ces questions sociales d'extrême gauche, perdre et les rejeter. Le Sénat, par exemple, alors peut-être qu'il y aura un petit changement là-bas, mais je suppose qu'il faut attendre de voir. Ouais. Je voudrais maintenant me tourner vers notre propre camp politique et discuter un peu plus en profondeur de la montée de l'antisémitisme à droite. Les sondages révèlent que les jeunes de droite ont une opinion négative d'Israël, bien que moins marquée que celle de la gauche. Mais il est clair qu'il n'y a pas que Tucker Carlson ou même la plus extrême Candace Owens qui pensent que c'est la voie de l'avenir. Je me demande si la volonté de Megyn Kelly de se ranger de leur côté et de lancer elle-même des accusations complotistes contre Israël et contre les Juifs est un signe qu'elle, et probablement d'autres, pensent que c'est l'avenir de la droite. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas si je pense qu'elle est une exception dans le sens où elle dirait n'importe quoi pour quelques clics. Je ne crois pas qu'elle soit une personne de principe ou qu'elle ait vraiment réfléchi à tout cela. Elle n'a sans doute jamais lu un livre sur le Moyen-Orient. Et je ne dis pas qu'elle est stupide ni qu'elle a un faible QI. Je pense simplement qu'elle n'a pas de principe.
contrairement à Tucker qui, selon moi, est un vrai croyant, comme d'autres du même genre. Je veux dire, on continue de parler du fait qu'ils sont payés par, vous savez, le Qatar ou d'autres nations, mais au fond, ça n'a pas vraiment d'importance. Je veux dire, on peut se convaincre de n'importe quoi, même si on est payé. Et tout ce qui compte pour moi, c'est ce que tu dis, tu vois? Au final, c'est ça qui compte. Donc je pense vraiment qu'ils voient un public assez large pour que ce soit rentable pour eux d'agir ainsi, qu'ils y croient ou non. Ça ne peut pas les atteindre au plus profond d'eux-mêmes. Mais je ne suis pas sûr que ce public-là, tu vois, je ne sais pas si les jeunes votent en grand nombre. Je ne connais pas vraiment ce public. J'en ai parlé dans mon livre sur les théories du complot à gauche, mais je pense que cela vaut aussi pour la droite. On parlait justement du faible coût d'être antisémite. C'est le seul endroit où tu peux vraiment t'en prendre aux boomers et à leurs croyances stupides et dépassées. C'est le seul moment où tu peux t'afficher publiquement et jouer les provocateurs, et ça te donne vraiment des sensations fortes. Surtout, je pense, pour les jeunes hommes qui ressentent un vrai frisson à dire des choses qu'ils ne sont normalement pas censés dire, mais tu sais, sans qu'il y ait vraiment de conséquences majeures. Beaucoup de gens dans le public me paraissent ainsi. Je ne connais pas vraiment le chiffre. C'est très difficile de savoir comment fonctionne ce public. Sont-ils des étrangers? Combien d'entre eux sont aux États-Unis? Mais ce que je sais, c'est que c'est une quantité significative et suffisante pour s'inquiéter de l'avenir. Je ne suis juste pas encore convaincu. Oui, je ne me suis toujours pas convaincu que c'est une sorte de mouvement vraiment puissant. C'est certain, vous allez voir les jeunes se retourner un peu contre Israël. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit un problème majeur pour la plupart des gens qui votent, jeunes ou vieux. Je ne le vois tout simplement pas comme ça. Pas encore. Vous savez, il n'y a aucun doute que la majorité des républicains, jeunes et vieux, mais c'est évidemment beaucoup plus chez les personnes âgées, sont très pro-Israël. Quand on parle des évangéliques ou simplement, vous savez, des républicains MAGA ou peu importe comment ils se définissent, Israël est beaucoup plus populaire. L'antisémitisme est plus rare à droite. C'est, vous savez, pratiquement presque, vous savez, éradiqué. Vous savez, il n'est vraiment pas très présent dans la classe dirigeante. Mais je pense qu'une des choses que j'ai remarquées, je suis sûr que toi aussi, c'est qu'après toute cette agitation, vous savez, chez Heritage, il y a 1 an ou un peu plus, quand son président, Kevin Roberts, a en quelque sorte soutenu son ami, Tucker Carlson, et puis toute l'affaire a semblé lui exploser au visage. Et vous savez, ils ont essayé de s'éloigner de ça, c'était, vous savez, lors de leur forum au sein de ce groupe. Et nous avons vu beaucoup de personnes qui travaillent, vous savez, de jeunes gens travaillant au sein de l'administration. Il semblait y avoir un véritable courant de sentiments anti-Israël. Cela se manifestait de différentes manières. Mais vous savez, c'était là. Je veux dire, on ne peut pas le nier. La question est de savoir à quel point c'est répandu. Mais vous savez, c'est le genre de choses qui, si on la laisse faire, a tendance à s'envenimer et à grandir. C'est là, je pense que c'est là. Parfois, c'est difficile à cerner. Je vais avoir des ennuis en disant ça, mais je ne dis pas qu'il est antisémite ou quoi que ce soit comme ça. Mais je pense que J.D. Vance est anti-Israël. Je pense que c'est un bon soldat. Je pense que c'est un bon vice-président dans le sens où il soutient le président. Mais beaucoup de choses qu'il dit me paraissent très suspectes quand il s'agit de la liberté d'expression et de choses comme ça. Il semble seulement défendre ou soutenir le droit des pires personnes à s'exprimer, ce en quoi je crois aussi, mais il le présente toujours d'une manière qui laisse entendre que quelqu'un les empêche de parler. On dirait que quelqu'un empêche Tucker de s'exprimer ou d'inviter un antisémite comme Fuentes à son émission, et se plaindre serait vu comme contraire à la liberté d'expression. Non! Nous avons le droit de nous associer ou de ne pas nous associer avec des personnes qui sont des intolérants. Nous pouvons aussi tout dire sur eux, mais il ne défend jamais ce droit. C'est toujours déséquilibré. C'est difficile à expliquer car il est assez rusé à ce sujet. Et Tucker est son ami, tout le monde le sait. En fait, il est probablement vice-président grâce à Tucker Carlson. Donc je m'inquiète pour lui. Je pense qu'il est isolationniste, mais je n'aime pas non plus, oui, je pense qu'il est économiquement libéral à bien des égards. Il existe une courant buchananien, toujours présente et aujourd'hui plus populaire car liée au protectionnisme et à l'isolationnisme. De nombreux grands fans la soutiennent. J'ai entendu Kevin Roberts dire qu'il aurait aimé que Buchanan ait raison sur tout, quand il s'est présenté à la présidence dans les années 90, peu importe l'année. C'est très préoccupant parce que, même si je ne le pense pas, je crois que Patrick Buchanan n'est pas David Duke.
Il reste quelqu'un qui a dit beaucoup de choses que je pense offensantes pour les personnes juives. Je ne pense pas qu'il détestait la personne juive à côté de lui, mais il pensait clairement que les personnes juives avaient trop de pouvoir dans ce pays et que les personnes juives nous avaient entraînés dans une guerre. Et que nous parlions alors, c'était la première guerre du Golfe, quand il disait que c'était comme une guerre juive. C'est ça, la guerre du Amen Corner, non? C'est ça. Et écoute, il a écrit, c'est comme s'il y avait une ligne directe entre Patrick Buchanan qui écrit un livre disant que Churchill était le méchant de la Seconde Guerre mondiale. Oui, exactement. Jusqu'à ce que Tucker Carlson invite, une personne encore plus stupide dans son podcast qui dise la même chose et aille encore plus loin. Oui. Qui est l'écrivain? Son nom m'échappe maintenant, pour le National Review. Joseph Sobran, n'est-ce pas? Joe Sobran. Oui, eh bien, c'était, l'un des grands moments de William Buckley, quand il a essentiellement, dressé un mur entre Buchanan et Joe Sobran. Le mouvement conservateur traditionnel a alors écrit un livre intitulé « À la recherche de l'antisémitisme ». Il l'avait déjà fait auparavant avec la John Birch Society dans les années 1960, mais il l'a refait au début des années 90. Mais je suppose que le problème maintenant, c'est que tout le monde savait que, Bill Buckley, le fondateur du mouvement conservateur politique moderne américain, avait le droit de faire le tri. Aujourd'hui, sur Internet, faire le tri est mal vu. C'est considéré comme une insulte. Le fait de faire le tri, c'est ce qui nous sépare des animaux. Je dis ça aux gens tout le temps. Je ne comprends pas. Et tout le monde fait le tri. Donc les gens qui parlent de faire le tri, ils font eux-mêmes le tri dans leur émission. Ils invitent des gens qu'ils les aiment ou non sur leur site. Je me dispute souvent à ce sujet. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Je pense à Piers Morgan, tu vois. Il fait semblant d'organiser un débat entre ces personnes et celles-là, mais il met en avant les antisémites les plus extrêmes et les place au même niveau que des gens qui ont vraiment réfléchi à ces questions et qui débattent de bonne foi. Cette idée de mettre en avant la pire personne face à quelqu'un de légitime, ou alors d'entendre « Qui es-tu pour juger qui est légitime ?» Nous avons du discernement et décidons de ces choses. C'est pourquoi nous lisons, réfléchissons ou débattons. En les mettant en avant comme Tucker l'a fait avec Fuentes, le but était de les rendre plus acceptables et de leur donner une place légitime dans le débat national. C'était le but de ce débat. On se moque de moi car, paraît-il, je ne peux pas en parler. Oui, tu peux si tu les défies et leur folie, mais si tu les mets simplement là et que tu les laisses déblatérer toutes leurs absurdités, ou si tu n'abordes pas les pires choses qu'ils ont dites ou, leur vraie position, alors tu ne fais qu'édulcorer leurs opinions. Bref, tu essaies. Donc je pense que le filtrage est important. Et nous avions une certaine structure. Il y avait un journal, qui passait par des éditeurs. Peut-être qu'ils étaient biaisés ou non, mais ils te donnaient un retour et ils réfléchissaient. Maintenant, tu n'as plus cela. En fait, dans le monde des podcasts et plus largement en ligne, tout incite à faire venir les pires personnes possibles pour dire les choses les plus folles et les plus haineuses, parce que ça rapporte. L'infrastructure de Twitter ou X, est vraiment mauvaise en ce qui concerne l'antisémitisme, au moins. Ça l'a clairement amplifié. Je pense plus que ça ne l'aurait probablement été autrement. Oui, eh bien, on peut blâmer Al Gore d'avoir inventé Internet, mais Ouais, c'est en fait vrai. Plus tu donnes du contenu bien provocateur à ton public, peu importe où tu es, mieux c'est, plus tu auras de clics, plus tu auras de téléchargements pour les podcasts. Et en ce qui concerne J.D. Vance, j'allais en parler un peu plus tard, mais la vérité, c'est que pour moi, je pense que il y a beaucoup de choses à apprécier chez Vance, en tant qu'homme politique. Je pense que il y a beaucoup de choses que j'aimais chez lui. Mais si tu restes neutre, face à l'antisémitisme de Tucker Carlson, ce qui était la position publique qu'il a prise quand il est allé à Turning Point USA. En décembre de l'année dernière, quand Ben Shapiro et Tucker Carlson se disputaient, à cet événement-là, et il disait, eh bien, je ne vais pas choisir entre les deux, entre ces deux camps. Mais pourquoi ça ne devrait pas être disqualifiant? Bien sûr qu'on veut que tu prennes parti sur ce genre de sujet. Il y a le bien et le mal. Si tu ne vois pas de différence, que c'est juste une question de bien et de mal, alors tu ne devrais pas être digne de confiance pour décider.
il n'hésite pas à prendre position sur toute une série de sujets, tu sais, même sur la liberté d'expression en Europe, non? Ou sur n'importe quoi, ou sur des questions morales. Il n'a aucun problème à prendre position, mais sur ce sujet, il est très sélectif. Donc je n'ai rien de personnel contre J.D. Vance. Il a l'air d'être un homme de famille très normal, un homme intelligent et tout ça. Je pense que beaucoup de personnes plus populistes à droite surestiment à quel point il saura séduire les gens en dehors de leur cercle. Je ne sais pas, je peux me tromper. Je ne suis pas en train de deviner qui sera président. Il est possible, vice-président, qu'il devienne président s'il se présente contre AOC ou obtient l'investiture. Je pense que les gens surestiment à quel point il sera populaire, à quel point ses politiques seront populaires et combien de charisme personnel il a. Et vous savez, c'est difficile pour moi de juger cela. Je me trompe parfois sur cette histoire de charisme. Je ne pensais pas que Donald Trump allait gagner en 2016. Mais tu n'étais pas le seul à ne pas penser ça. Donc j'ai arrêté de faire des prédictions, mais je crois qu'il surestime un peu son attrait. Mais on verra. On verra ce qui se passe. Oui, mais se présenter à la présidence, c'est très différent de toute autre candidature, comme on l'a bien appris en couvrant la politique. Des gars qui, vous savez, des gens qui sont comme des géants quand ils se présentent juste à un poste d'État ou vous savez qui sont sur un ticket en tant que colistier, quand ils doivent se retrouver seuls sur la scène nationale, c'est une toute autre histoire. Donc Giuliani, Fred Thompson. Ouais, Giuliani. Tu te souviens de Scott Walker? Scott Walker, ouais. Ouais. C'est un tout autre jeu. Et tu sais, Ron DeSantis, il ne l'a pas fait. ouais. Eh bien, oui. Et aussi, ça me rappelle un peu Obama. Mais je ne pense pas qu'il ait le charisme d'Obama. Mais tu sais, il a été au Sénat pendant 2 ans. Il a essentiellement été soutenu par quelques milliardaires de l'Ohio pour remporter son élection. Ce n'est pas comme s'il avait une longue expérience en politique. Cela ne signifie pas, vous savez, que Donald Trump s'est présenté et a gagné. Obama, lui aussi, avait une carrière politique très courte avant de gagner. Donc ça peut arriver, mais on ne sait pas. Et c'est difficile d'être vice-président où on ne peut pas vraiment défendre ses propres positions. Vous soutenez un homme aussi imprévisible que Donald Trump. Ce n'est pas simple. Aura-t-il le temps de le faire s'il veut se présenter la prochaine fois? Vous savez, ça va être intéressant parce qu'il va devoir assumer tout ce que Donald Trump a fait, y compris la guerre en Iran, ce dont je suis sûr qu'il ne veut pas être tenu responsable. Il est donc difficile de critiquer Donald Trump en campagne et d'admettre une erreur, puisqu'il contrôle toujours le parti, comme on l'a vu. Demandez donc à Hubert Humphrey si vous voulez revenir en arrière et lui parler d'un vice-président ayant une opinion différente sur une guerre, dans ce cas, le Vietnam en 1968. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne transition pour ma prochaine question sur l'Iran. Les sondages montrent que la guerre contre l'Iran est impopulaire et que la hausse des prix de l'essence nuit à Trump et aux républicains avant les élections de mi-mandat. Je ne vous demanderai pas de prédire ce que Trump fera, c'est toujours un jeu de dupes. Mais pensez-vous qu'une fin du conflit avec un accord du genre de celui qui a été évoqué publiquement, ce qui, à mon avis, pourrait et sera présenté comme signifiant que l'effort américain a été un échec, et, vous savez, une sorte de laissez-passer pour l'Iran, vous savez comment cela pourrait-il aider le Parti républicain? Ou, malgré le risque qu'un succès du régime islamiste nuise aux intérêts américains, pensez-vous que Trump serait mieux placé à ce stade? Persévérer pour éliminer la menace iranienne au lieu d'accepter un accord que tous savent que les Iraniens ne respecteront pas? C'est difficile à savoir. Je dirais que les inconvénients électoraux d'entrer en guerre avec l'Iran, Trump en porte déjà la responsabilité. Cela fait déjà partie de son image négative. Donc partir maintenant minerait son soutien auprès des gens qui aiment ça, ce qui donnerait l'impression d'une reddition. Cela donnera l'impression qu'il a agi comme Obama et qu'il est faible. Ce serait terrible pour le prestige américain. Nous savons ce que font les Iraniens, ils font traîner les choses. Ils font ça tout le temps parce qu'ils savent et pensent, et peut-être qu'ils ont raison, j'espère que non, qu'ils peuvent attendre plus longtemps que Donald Trump à cause des prix de l'essence, à cause des pressions politiques internes. Nous avons des élections de mi-mandat qui approchent. Ils incluent le Hezbollah dans leurs accords exprès, car ensuite ils peuvent donner l'ordre au Hezbollah d'attaquer Israël. Quand Israël réagit comme tout pays normal, ils disent « Voyez ce qui s'est passé ». Maintenant, ils prolongent encore le délai. Donc, ils font ça constamment depuis 4 administrations, je suppose.
Et puis ça leur permet de survivre et ça marche pour eux. Je pense que Donald Trump, personnellement, je veux qu'il en finisse avec le régime. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que leur céder maintenant n'a aucun avantage politique non plus. Oui, les prix de l'essence sont élevés et ça va faire mal. Mais partir maintenant serait à long terme terrible pour les républicains, pour lui et pour le monde. Donc il doit terminer les tâches. Le travail. Il avait 4 points principaux quand il a commencé cette affaire, ou juste avant de la commencer, qu'il voulait obtenir des Iraniens, surtout le numéro 1, la question nucléaire. Cela doit être résolu ou nous devrons y retourner. Et cela semble être un échec total et tout le monde va le critiquer pour cet échec. Et ce ne sera bon ni politiquement pour les républicains, ni pour lui non plus. C'est exact. L'impopularité de la guerre, vous savez, qu'est-ce que cela signifie pour les néo-isolationnistes de droite? Qu'ils prétendent représenter la majorité des gens et les démocrates étaient unanimement opposés à la guerre. Mais est-ce que cette opposition était principalement motivée par des intérêts partisans ou par une hostilité envers Israël? Ou, selon vous, est-ce qu'il y a un fondement pour l'aile J.D. Vance du Parti républicain, par exemple, qui estime que leur position est finalement la bonne? Toute guerre a de graves inconvénients, n'est-ce pas? Des gens meurent, c'est destructeur, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça prend généralement des tournures qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc être en isolement, c'est plutôt facile parce qu'il y a toujours quelque chose de terrible qui se passe dont on peut se plaindre. Mais en ce qui concerne les guerres, je pense que cette guerre a déjà été menée. La partie militaire de tout ça était sans précédent. Je veux dire, ils ont détruit, l'Iran s'est avéré être un tigre de papier. L'armement chinois s'est révélé inefficace. L'armement russe s'est révélé inefficace. L'idée que nous ne pouvons jamais agir dans notre intérêt n'importe où dans le monde, c'est leur position. Et je n'arrive pas à imaginer que cela va être populaire. Si les prix du pétrole n'étaient pas aussi élevés, évidemment ils le sont, je ne pense tout simplement pas que cela aurait autant d'effets, en partie sur le plan politique, sur les élections. Je ne pense pas que, lorsqu'on interroge les gens dans les sondages, la plupart répondent que oui, nous avons gagné la guerre. Ils s'opposent à notre implication à cause de l'Irak, du prix du pétrole et parce qu'ils n'aiment pas Donald Trump. Je pense qu'en grande partie, si c'était Joe Biden qui le faisait, je ne crois pas, je ne peux pas, je pense que ce serait beaucoup plus populaire parce que beaucoup de républicains seraient d'accord avec ça et certains démocrates aussi. Je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. Je ne crois toujours pas que l'isolationnisme va être populaire auprès de la plupart des Américains sur le long terme, surtout quand ils verront ce que l'Iran peut faire avec une arme nucléaire ou même y penser. Mais oui, c'est difficile à dire, je suppose. C'est ma réponse. Je veux poser encore une question sur Vance, qui est, vous savez, si l'on en croit les sondages, beaucoup trop précoce, toujours le favori présumé pour succéder à Trump. Pensez-vous qu'il devra essentiellement renoncer à Tucker Carlson s'il veut être un candidat crédible en 2028? Évidemment, Trump aura beaucoup à dire sur ce qui se passera en 2028. Et il est, vous savez, en quelque sorte, on voit qu'il joue avec Vance et Marco Rubio, à qui on a confié tous ses postes. Il est en quelque sorte redevenu le Henry Kissinger de la politique étrangère américaine. Mais est-ce que Vance doit payer un prix pour, vous savez, jouer dans la cour des grands? Ou pensez-vous qu'il peut? Ou pensez-vous qu'il peut simplement s'en sortir en restant neutre à propos de Carlson indéfiniment? Si la guerre civile éclate, je ne sais pas si Marco Rubio se présenterait, par exemple si Trump disait que J.D. Vance doit être président. C'est tout. Donald Trump dit que Vance va obtenir l'investiture. Mais si cela n'arrive pas et que Donald Trump dit de se battre, alors il y aura une guerre civile entre les républicains plus traditionnels et les républicains plus populistes. Et pour J.D. Vance, commencer à critiquer Tucker Carlson ne lui sera pas bénéfique lors des primaires, je ne pense pas. Donc il serait dans une position très difficile et il essaierait de l'éviter et peut-être qu'il pourrait l'éviter, je ne sais pas. Mais s'il se voit simplement offrir le poste de la part de Donald Trump, il n'aura pas à le faire, je ne pense pas. C'est ça. Donc, je veux dire, c'est tout récent. Tu sais, c'est difficile. Comme on l'a dit, c'était difficile d'être vice-président. Donc tu ne fais pas vraiment grand-chose, n'est-ce pas?
Marco Rubio fait beaucoup de choses. Marco Rubio est au cœur de presque toutes les grandes questions. Il y a évidemment beaucoup de politique étrangère, mais il semble toujours être là à faire valoir des arguments moraux très clairs. Tout ce qu'il a dit n'a pas été parfait, mais il a été bien plus impressionnant. Et c'est peut-être simplement parce que J.D. Vance n'a pas eu, vous savez, les postes qui lui permettraient de défendre ses arguments. Mais il y a clairement une certaine dynamique en sa faveur. Nous en sommes encore au tout début. Donc, j'espère que ce sera Marco Rubio plutôt que J.D. Vance, bien sûr. Mais au final, tout dépend de ce que veut Donald Trump. Et c'était quoi déjà ce film où il lui lance la queue de billard et lui dit de se battre, il la casse et leur dit de régler ça entre eux. Si cela arrive, je pense qu'on risque une petite guerre civile assez méchante au sein du Parti républicain. Ouais. Revenons à la gauche un instant. Et vous savez, il semble bien, si vous suivez ce qui se passe à gauche, qu'il y a une sorte de renouveau du socialisme, voire même du communisme. La popularité de Zohran Mamdani, vous savez, malgré le fait que ses politiques, ses propositions sont absurdes. Mais cela alimente, vous savez, un véritable courant d'opinion à gauche. Pas seulement les extrémistes qui applaudissent, vous savez, le meurtre d'un dirigeant du secteur de la santé. Mais il semble qu'il y ait une résurgence de tout cela. Donc, je suppose que ma question est la suivante. Mamdani, vous savez, et son phénomène, est-ce que ce n'est qu'un cas isolé dans une enclave très démocrate comme New York? Ou est-ce qu'on va en voir davantage? Vous savez, est-ce que les marxistes... Je veux dire, vous m'avez déjà dit, vous savez, et je suis d'accord avec vous, je ne pense pas que le peuple américain va accepter le marxisme, mais le Parti démocrate, vous savez, pourrait bien le faire. Il y a beaucoup de socialistes démocrates qui remportent des primaires en ce moment. Alors, qu'est-ce que ça dit sur l'endroit où nous en sommes? Je veux dire, évidemment, les gens sont ignorants du communisme et ignorants du marxisme. Vous savez, ils ne connaissent pas l'histoire du XXe siècle ni aucune autre histoire. Mais vous savez, devrions-nous l'écarter aussi vite, vous savez, aussi légèrement? Ou bien allons-nous devoir nous battre à nouveau, vous savez, pour les marchés libres et la liberté en général? Non, je ne l'écarterai pas. Je pense que dans les zones urbaines, on voit beaucoup de socialistes se présenter et gagner des élections au conseil municipal, des mairies et d'autres postes. Beaucoup de jeunes sont attirés par le socialisme, comme c'est toujours le cas, parce que c'est une idée idéaliste, révolutionnaire, très facile à comprendre moralement. Nous voulons l'équité et que chacun ait sa chance, tandis que le capitalisme et le marché libre restent abstraits et difficiles à faire accepter. Il en a toujours été ainsi. J'allais écrire une chronique aujourd'hui pour défendre Big Pharma. Vous savez, aucun jeune ne veut entendre ça. Vous savez. Mais c'est la vérité. Et c'est très difficile à faire accepter. Donc je prends ça très au sérieux. Je veux dire, vous voyez, et ce genre de radicalisme va devenir de plus en plus populaire. Pensez aux démocrates qui veulent détruire la Cour suprême et le collège électoral. Ils rendent la démocratie beaucoup plus directe et beaucoup plus, ce qui prépare le terrain pour un mouvement beaucoup plus socialiste, je pense. Donc, c'est un problème sérieux. Et je ne suis pas sûr de ce que vous pouvez faire à ce sujet. Quand vous avez Mamdani, par exemple, où vous êtes dans une ville avec beaucoup de capitalistes, beaucoup de personnes juives, n'est-ce pas? J'ai grandi là-bas et ils gagnent quand même. Ça donne à réfléchir. C'est le centre du monde à bien des égards. Et lui, vous savez, il a gagné. Donc, et les gens l'aiment bien. Je prends cela très au sérieux, oui. Je pense que c'est surtout un problème chez les jeunes. Donc peut-être que lorsqu'ils seront plus âgés, qu'ils devront payer des impôts, qu'ils auront leurs propres entreprises et que les choses évolueront, ils changeront d'avis, même si ce n'est pas toujours le cas. On pense qu'en vieillissant, on devient plus conservateur, mais ce n'est généralement pas vrai, non? Les gens restent souvent attachés à la politique de leur jeunesse, mais on verra. Eh bien, vous savez, s'il y a bien une chose que je pense avoir apprise dans le journalisme, c'est que les gens croient ce qu'ils ont envie de croire. Et si jamais, vous voyez, en quelque sorte. La vague de soutien pour Mamdani semblait venir d'une sorte de classe d'élite diplômée, vous savez, qui était en échec. Vous savez, tous ces gens, tous ces jeunes qui ont obtenu tous ces diplômes coûteux et qui maintenant ne vivent pas vraiment très bien. Ils ne peuvent pas, vous savez, vivre à Manhattan comme ils le voudraient. Donc, les choses gratuites leur semblent attrayantes, comme cela a toujours été le cas pour, vous savez, les personnes très pauvres. C'est vrai. Je pense qu'il reçoit beaucoup de voix de quartiers de Brooklyn, du Queens et de Manhattan, qui étaient d'un certain type, vous savez, d'une certaine strate de la société,
Alors qu'il y a de nombreuses années, quand Giuliani a gagné, ses voix venaient de Staten Island, du Queens et des quartiers ouvriers de Brooklyn, où cette population n'existe plus vraiment comme avant. Donc oui, C'est un autre New York. Le New York qui a élu Rudy Giuliani, vous savez, a disparu depuis longtemps. oui. Et c'est le cas dans beaucoup de villes parce que c'est essentiellement pour les riches et les pauvres. Et puis il y a cette dynamique dont les gens n'aiment pas parler, mais moi, vous savez, l'alliance rouge-verte. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont essentiellement islamistes ou des apologistes de l'islamisme qui sont très investis là-dedans, dans les écoles et le milieu universitaire, mais aussi au sein de ces communautés. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit la question la plus importante pour la plupart des gens, mais c'est très important pour cette minorité de personnes. Cela favorise aussi l'antisémitisme car le progressiste de gauche pense que c'est la victime, vous savez. Classe des victimes, vous savez, ils se rassemblent simplement. Vous les voyez à la coopérative de Park Slope avec leurs kéfiers, vous savez, et leurs cheveux roux. Ça n'a pas de sens pour beaucoup de gens, mais pour moi, ça en a, parce que c'est comme ça depuis les années 70, quand l'OLP et les communistes allemands, vous savez, commettaient des actes terroristes ensemble. Je ne dis pas que ces gens sont identiques, mais on retrouve la même alliance entre ces deux forces. Cela se produit aussi en zones urbaines. C'est dangereux. Et c'est pourquoi vous avez beaucoup de candidats. Un candidat qui ne va pas au défilé de la journée israélienne, mais qui va, vous savez, adopter toutes sortes d'idées radicales qui existent. Donc, ils ne sont socialistes-démocrates que tant qu'ils le doivent, et ensuite, ils deviennent simplement de vieux communistes, et je pense que les gens devraient s'en inquiéter. Ils ne se soucient pas de l'histoire, je ne sais pas comment régler ça. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, mais qu'ils s'en fichent et ne croient pas que ce soit pareil. Et ils veulent réessayer. Et ce sera le combat de nos enfants, de nos petits-enfants, et ainsi de suite, parce que ça ne cesse de réapparaître. Oui. Je voudrais aborder, vous savez, un autre sujet pour en venir à notre dernier point que je souhaite discuter, à savoir le journalisme et ce qui lui est arrivé à notre époque. Nous avons une génération de jeunes journalistes, surtout dans les médias traditionnels, qui confondent activisme et journalisme. Ils ont été endoctrinés, vous savez, dans toutes sortes de théories woke et, vous savez, ne s'intéressent même pas, en principe, à la recherche de la vérité objective. Ils veulent simplement, vous savez, faire passer leur message et ils sont motivés, vous savez, par une idéologie politique. Et il n'y a pas de meilleur exemple de cela que le New York Times. Et on en est arrivé au point avec le Times où ils sont prêts à publier ce que j'ai appelé, comme beaucoup d'autres, une accusation de meurtre rituel contre Israël. Il ne s'agit plus seulement d'une couverture biaisée contre Israël. Vous savez, il publie maintenant des articles, par exemple la chronique de Nicolas Christophe, une chronique de 3000 mots qui, entre autres, affirme que les Israéliens entraînent des chiens à violer des Palestiniens, ce qui est insensé et, vous savez, n'est vérifié que par des sources du Hamas, et pourtant ils soutiennent cela. Et je pense que, vous savez, ça vaut la peine d'approfondir ce sujet. Mais je pense que l'une des choses qui m'a frappé dans cette controverse, c'est que même si c'était un sujet très important pour les personnes qui s'intéressent à Israël d'une manière ou d'une autre, je ne suis pas sûr que cela ait vraiment eu un impact plus large. Ce sujet n'a pas dépassé ce cercle. Je pense que le monde a continué comme si de rien n'était, sans se demander si le New York Times venait de se saborder. Vous savez, je pense que beaucoup de gens n'étaient tout simplement pas, comme vous le dites, beaucoup de gens ne se soucient pas tant que ça du Moyen-Orient et de la politique étrangère. Mais je pense qu'ils devraient se soucier, vous savez, de la plus grande institution journalistique de ce pays, qui publie des accusations de meurtre rituel et les assume. Il y a une corrosion du journalisme dans le sens où, comme vous le dites, il était autrefois biaisé. J'ai travaillé des années dans un grand journal biaisé, avec des rédacteurs en chef et journalistes également biaisés. Il existe une différence entre biais, activisme et absence de vérité, et personne n'a eu de compte à rendre pour ça. La plupart des personnes impliquées occupent encore leur poste ou ont de meilleurs emplois et gagnent plus. Et ils n'ont pas rendu les Pulitzer. Non. Brett Kavanaugh, les gens restent toujours là. Personne n'a été sanctionné. Quand il n'y a plus de conséquences, il est plus facile de recommencer. Alors quel prix? Nick Christophe va probablement gagner à nouveau un prix Pulitzer pour ça.
Et même si cela enfreint tous les principes de l'éthique du journalisme, j'ai vérifié, je suis allé sur le site du Code d'éthique du journalisme et j'ai regardé point par point. Vous savez, assurez-vous que vos sources n'ont pas, vous savez, d'arrière-pensée. Vous savez, si j'avais apporté une histoire comme ça à mon rédacteur en chef il y a 20 ans en disant que ces types ont des chiens qui violent des gens, il m'aurait dit « Tu es fou ou quoi ?» Genre, faisons venir des experts du Kennel Club ou autres pour voir si c'est même possible. Mais non, ils l'ont juste publié comme ça. Et puis, l'un d'eux a plus ou moins laissé entendre que c'était acceptable parce que c'était sur la page des opinions. Mais ce n'est pas vrai. Un chroniqueur d'opinion, et je fais ça depuis pas mal de temps, tu sais, et c'est comme ça que je le vois au moins, on doit quand même respecter les règles du journalisme en ce qui concerne les preuves et la vérité. On a juste des opinions. Et il a présenté tout cet article comme si c'était un vrai travail de journalisme, une enquête approfondie, alors qu'il s'est appuyé sur 2 propagandistes du Hamas et tout un tas de sources anonymes. On ne sait même pas si elles existent. Il pourrait très bien les inventer car je ne lui fais pas confiance. Je ne comprends donc pas pourquoi un rédacteur en chef n'a pas dit « c'est insensé ». Mais je pense que ce qui se passe, c'est que leur public, ils gagnent bien leur vie. Le New York Times s'en sort bien et leur public accepte ce genre de choses parce qu'ils veulent juste entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Ça arrive souvent, ça arrive aussi à droite, et beaucoup de ces podcasteurs sont, tu sais, célèbres pour ça. Mais le Times fait ça depuis les années 30 et dans une certaine mesure, non? Et ils s'en sortent, ils continueront à gagner des prix Pulitzer et ça n'aura aucune importance. Ils ne perdront pas beaucoup d'abonnés, voire aucun. Peut-être qu'ils en gagneront, pour autant que je sache. Eh bien, je veux dire, Au bout du compte, ce qui compte vraiment pour eux, ce sont leurs intérêts commerciaux. ouais. Écoute, le Times a été créé pour être le journal de la communauté d'affaires dominante au 19e siècle. Aujourd'hui, leur plan d'affaires est de séduire la gauche. Je veux dire, 90 à 95% de leurs lecteurs sont des libéraux et des démocrates, ou se caractérisent eux-mêmes comme étant de gauche. Ce sont leurs propres chiffres. Vous savez, je ne pense pas qu'ils l'auraient fait s'ils avaient renoncé, vous savez, s'ils avaient rétracté la chronique de Christophe, ce qui, vous savez, s'ils avaient eu la moindre intégrité, ils l'auraient fait, ou alors cela leur aurait coûté des abonnés. Cela les aurait tués, d'accord. Maintenant, c'est certain. Vous savez, donc voilà votre réponse. Votre public le sait probablement, mais peut-être que d'autres ne le savent pas. L'inclinaison profondément antisioniste du New York Times qui remonte à son 2e propriétaire. Et que la famille qui en était propriétaire a toujours été anti-Israël, anti-sioniste. Il méprisait les Juifs d'Europe de l'Est arrivés dans ce pays. Je sais que le rédacteur en chef actuel ne pense pas à cela, mais il y a des traditions. C'est un continuum. Oui? Il est en fait à plusieurs générations de distance du simple fait d'être un juif assimilé. Donc tu sais, ce n'est pas comme ça qu'ils sont maintenant, mais c'est certainement leur état d'esprit. Tu te souviens, juste après le 7 octobre, peut-être une semaine plus tard, quand Israël ripostait, le djihad islamique a frappé accidentellement un hôpital avec un missile et a accusé Israël. Il n'avait personne sur place pour confirmer l'histoire. Ils n'avaient même pas de photo. Alors ils ont mis une photo d'un autre bâtiment en feu ou quelque chose comme ça, ce qui a trompé les gens en leur faisant croire que c'était le bâtiment qu'Israël avait frappé. Et ils ont été les premiers à simplement utiliser les chiffres du Hamas, vous savez, sans poser de questions. Donc ça, c'est au-delà du parti pris. C'est de l'activisme. Et donc ça ne... Vous savez, et Christophe, il est tellement... Ce type est une vraie blague. Honnêtement, il a déjà raté d'autres grosses affaires, vraiment importantes, et il agit comme si de rien n'était. Personne ne semble en subir les conséquences. Aucune sanction, vous savez, il va sans doute gagner un prix Pulitzer. Une semaine avant la publication de cette histoire, le New York Times a reçu un Pulitzer pour avoir montré un enfant atteint de paralysie cérébrale, prétendant qu'il mourait de faim à cause du blocus israélien. Personne n'a été sanctionné pour cela. Ouais. Eh bien, je veux dire, ça en dit long sur l'état du journalisme, mais vous savez, c'est pour ça que notre pays est tellement divisé, avec des gens qui, vous savez, ne lisent plus, ne regardent plus, n'écoutent plus les mêmes choses. Mais vous savez, quand un camp va complètement à l'extrême, pourquoi quelqu'un qui n'est pas engagé à gauche ou des gens comme nous qui sont payés pour tout lire, devrait-il s'y intéresser? Pourquoi quelqu'un devrait-il lire le Times? Vous savez pourquoi quelqu'un devrait-il y prêter attention? Et pourquoi devrait-il se soucier de quelqu'un qui n'est pas, vous savez, de leur côté idéologique? Je suppose que c'est cette terrible dynamique
C'est une tragédie parce que la qualité de ce journal est en fait incroyablement élevée, dans le sens où, regardez leur section culturelle ou, regardez, ils ont la capacité de couvrir l'international comme très peu de journaux peuvent le faire. Et au lieu de faire cela, ils détruisent leur réputation. Je blâme les médias traditionnels pour la popularité de la classe des podcasteurs parce qu'il y a un vide de confiance. On ne fait plus confiance aux médias, moi non plus. Avant, je lisais Time entre les lignes. Tu te souviens comment on faisait? Tu pensais qu'ils étaient biaisés, mais qu'on pouvait trouver la vérité en déchiffrant leurs propos. Maintenant, je doute que quoi que ce soit vrai, et c'est mon métier. Je peux imaginer que quelqu'un quelque part ne les croit pas. Alors cette personne va chercher d'autres sources et elle va en trouver une qui lui dit ce qu'elle veut entendre tout le temps ou qui est plus excitante à écouter parce qu'il verse dans le complotisme ou tu sais, peu importe. Et donc, c'est un énorme problème dans la société parce que nous avons besoin d'avoir des informations auxquelles nous pouvons faire confiance. Je ne fais pas confiance au New York Times. Je ne fais pas confiance au Washington Post. Je ne fais pas confiance à CNN. Je ne sais pas à qui me fier. AP, Reuters, vraiment personne n'est fiable. Et ça, c'est un gros problème. Eh bien, sur cette note peu réjouissante, David, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Où nos téléspectateurs et auditeurs peuvent-ils suivre votre travail? J'écris au Washington Examiner David Harsanyi. David Harsanii sur X, si vous voulez me voir râler et m'emporter sur différents sujets. D'accord, parfait. Eh bien, il devrait. Et lisez David. Nous voulons également remercier notre public. N'oubliez pas d'écouter chaque jour l'édition quotidienne de Jonathan Tobin, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes, que vous nous regardiez sur celle-ci, ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur JNS TV, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Activez la cloche pour les notifications et laissez-nous de bons avis. Veuillez nous écrire à thinktwice@jns.org et dites-nous où vous regardez ou écoutez l'émission et ce que vous en pensez. Et souvenez-vous, continuez à lire et à penser par vous-même. On se retrouve la semaine prochaine.